Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Aujourd'hui, j'accueille Flora, une jeune femme pleine de vie, avec beaucoup d'ambition, prête à croquer la vie. Alors que cette vie, justement, a été coupée en deux, avec une deuxième naissance le 24 juillet 2017. C'est 3 secondes d'un choc qui a tout bouleversé. Elle est devenue paraplégique, mais continue de se dire « Je suis pas une victime, je vais me relever encore mieux que ce qu'on croyait ». C'est cette force de vie qui la pousse depuis 7 ans à se donner les moyens pour accepter de vivre avec, tout en gardant l'espoir de ce qu'elle va réussir à reconstruire. Flora fait preuve d'autodétermination, elle est indépendante et autonome. Dans son parcours, l'envie de sauver le monde était très forte en entrant dans sa formation de coach, et finalement, c'est elle-même qui s'est sauvée. Aujourd'hui, elle a découvert la pérédance qui donne un autre sens à l'accompagnement qu'elle souhaite donner, aider à se projeter à l'après-accident. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire assagie, apaisée et ancrée, et de quoi elle est vraiment gourmande. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Flora. Ça y est, on enregistre toutes les deux et je suis super contente de te voir en presque vrai dans les suites de l'échange qu'on a déjà eu toutes les deux. Et si tu es là aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est que tu as un gros bout de vie à nous partager, quelque chose de très impactant pour lequel tu as fait face et tu continues de faire face, et surtout duquel tu as tiré aussi des leçons et des apprentissages. Tu vas tout nous raconter bientôt. Mais dans un premier temps, pour que les croqueuses apprennent à te connaître, je te propose de nous dire ce que tu as envie sur toi, sur ta personnalité, sur tes goûts, ce que tu aimes dans la vie, etc. Salut Pauline, et déjà merci pour ton invitation, c'est avec plaisir. Et bonjour aux croqueuses du coup. Donc moi je m'appelle Flora, je vais avoir 24 ans bientôt et te parler un petit peu de moi sans te parler du coup de mon événement. Je suis une jeune femme pleine de vie, avec beaucoup d'ambition et oui, prête à croquer la vie finalement. Compliqué pour moi de me présenter en fait sans t'évoquer ce qui m'est arrivé parce que ma vie a été finalement coupée en deux, j'ai envie de dire. Et il y a la Flora d'avant et la Flora d'après. Du coup, on ne va pas faire durer trop longtemps le suspense et le supplice pour toi que c'est d'éviter d'en parler. Maintenant qu'on sait que quoi qu'il t'arrive, tu es une croqueuse et que tu croques ta vie à pleines dents et que tu es ambitieuse et que tu apprécies chaque petit plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bouleversement, de ce que tu as traversé, de ce choc qui a été extrêmement violent et qui a coupé ta vie en deux? Alors, c'était le 24 juillet 2017. J'étais en vacances avec ma meilleure amie et ses parents dans le sud-ouest de la France et on a eu un accident de voiture. Un jeune qui avait pris de la drogue, qui est roulé à une vitesse folle, nous a percuté dedans. Et ces 3 secondes d'un choc qui ont bouleversé au final toute ma vie et toute la vie de ma famille aussi. J'ai été héliportée, j'ai subi beaucoup d'opérations. J'ai été entre la vie et la mort pendant 1 mois et demi, 2 mois. Je me suis réveillée d'un coma de 15 jours, complètement perdue, où je savais même plus si j'étais vivante ou morte. J'avais aucune conscience de mon corps. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'était parce qu'il était coupé en deux aussi parce que je suis du coup devenue ce jour-là paraplégique
Sauf que on comprend pas tout de suite. C'est très, très particulier, la réanimation. On voit toute sa famille, ses amis, passer le porte de l'hôpital et bah pleurer sur ce que j'appelle souvent mon lit de mort parce que bah je pouvais pas agir en fait. J'avais les mains menottées au lit. J'étais intubée de tous les côtés. J'avais peut-être 10 tuyaux au-dessus de moi. Et donc, je subissais vraiment ce qui se passait et je ne comprenais rien. Il a fallu arriver 3-4 mois après au centre de rééducation pour là avoir un impact finalement sur ma vie et me dire, OK, là, il est temps d'agir. OK, t'as été complètement shooté à la morphine. Non, c'est stop, c'est terminé. Et j'ai eu un déclic à cause d'un médecin que pour l'instant, je n'arrive pas à remercier parce que la colère est encore là, je pense. Ce médecin m'a dit un matin, alors que je voulais pas prendre mes médicaments, il est arrivé dans ma chambre très énervé avec un infirmier et une aide-soignante en me disant, Flora, t'es paraplégique et tu seras paraplégique toute ta vie. Donc des médicaments, tu vas en prendre toute ta vie. Donc en gros, arrête ton caprice, quoi. Sauf que j'ai un caractère bien trempé. Je pense que ça s'entend dans ma voix, on me le dit souvent. J'ai pas accepté en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, on croit pas en moi. Bah, c'est terminé en fait. Je vais prouver à tous ces gens que je suis pas une fragile, que je suis pas une victime et que je vais me relever, mais encore mieux que ce qu'ils pensaient, quoi. Donc les médicaments, bah, je vais les arrêter. Et puis, bah, en plus de ça, je vais essayer de remarcher. Et puis, bah, je viendrai dans le bureau de ce médecin avec peu importe ma canne, mon déambulateur, mes béquilles. Et puis, bah, lui montrer que bah, il faut croire un minimum en ses patients pour les accompagner au mieux, quoi. Donc, à partir de cet événement-là, c'était terminé, j'étais plus la même, en fait. Et ça a mis très, très longtemps. Je me souviens qu'on avait beaucoup discuté lors de notre premier échange de cette courbe du deuil qui m'accompagne aussi bah, tous les jours de ma vie, hein, où je l'ai vraiment, vraiment ressenti en fait en centre de rééducation parce que je suis passée par tellement d'étapes, tellement d'émotions. Colère a été présente, mais autant la colère envers tout le monde que contre cette personne qui m'a mis dans un fauteuil roulant, autant contre moi-même, contre mes parents aussi. J'ai été triste, j'ai culpabilisé aussi de ma situation, de d'embarquer mes proches là-dedans. Et puis après, t'as un moment où tu te dis stop quoi, faut pas me lamenter sur mon sort pendant des années. J'ai eu un deuxième déclic en me disant accepte ou au moins vis avec. Et donc là, je me suis donné les moyens en fait. C'était plus dans ma tête, ça s'est descendu dans mon corps et je me suis dit accepte et tu vas y arriver. T'es bien entouré et c'est ce qui m'a sauvée, je pense aussi. T'as pas forcément des bons professionnels qui croient en toi. Et ça découle aussi de ce que je fais aujourd'hui professionnellement dans ma vie, je pense. Mais en tout cas, je me bats encore aujourd'hui, 7 ans après, pour remarcher et pour tout donner, parce que je pense que c'est ce qui me tient aussi en vie. Et je tiens à dire aussi absolument que l'espoir peut aller avec l'acceptation. Parce qu'on m'a fait beaucoup cette remarque en me disant, mais en fait, t'es encore dans le combat d'essayer de remarcher, c'est que t'as pas accepté ta situation. Bien sûr que si, je l'ai accepté. J'ai une maison qui est adaptée pour mon handicap. Quand je fais des vacances, je me soucie de l'accessibilité. J'ai accepté mes sujets de santé en dehors de mon fauteuil roulant. Donc je vis avec et j'accepte qui je suis. Sinon, bah déjà, je parlerai pas avec toi aujourd'hui. Je ferai pas le métier que je fais. Mais pour autant, j'ai le droit d'avoir de l'espoir et personne me l'enlèvera aussi, quoi. Ça me fait vraiment penser à cette distinction entre l'acceptation et la résignation. C'est que tu n'es pas résigné dans la mesure où tu te dis ce sera pas possible, j'y arriverai pas, puisque tu as aussi parlé de que tu refusais de te victimiser. C'est dans le combat, la lutte, l'envie, l'élan, la motivation, c'est tout ce que tu mets dedans en fait qui fait que tu acceptes ce que tu vis mais que tu n'es pas résigné, en fait, à croire ce que les médecins te disent, en fait. Non, mais oui, t'as complètement raison. Et c'est ce que j'essaye de montrer aussi parce que les gens d'extérieur ont du mal à comprendre cette nuance. Parce que vraiment, c'est une nuance. Je pense que mon cas est un exemple finalement de cette nuance, disant on met des limites, évidemment.
Mais on a le droit aussi, justement, d'avoir un doublon de pensée et de s'opposer, en fait, un peu, au final, dans son discours. Enfin, s'opposer, en fait, c'est même pas s'opposer, c'est moi, mes deux avis, on va dire, ils vivent ensemble. Je pense que j'aurais pas mon acceptation si j'avais pas d'espoir, comme si j'avais pas d'espoir si j'avais pas accepté ma situation non plus. Enfin, l'un va avec l'autre, en fait, pour moi, vraiment. Hmm. Oui, et c'est ce qui te pousse à continuer, à avancer et à créer quelque chose à ton image, en fait. L'idée, c'est ne pas accepter et subir ce dans quoi on t'enferme, mais accepter ce que toi, tu es en train de créer par tes propres moyens, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est très, très compliqué dans le système de santé en France d'avoir de l'autodétermination. Très, très compliqué. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un mental d'acier et un caractère pénible, pour pas être très vulgaire, mais je pense que les protocoles, en fait, qu'on donne pour n'importe quelle maladie, handicap, souci de santé, peu importe, ils t'amènent pas à avoir de l'autodétermination. Et je pense que ce que j'ai voulu faire et ce qui était important pour moi, déjà, je suis quelqu'un de très indépendante et autonome, donc j'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse et je connais mes besoins. Ce qui est une qualité aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, parce que je pense que sinon, tu te fais facilement influencer. Mais du coup, l'autodétermination que j'ai eue m'a poussée aussi à, comme tu disais, ne pas avoir ce statut de victime au final et de prendre ma vie en main et de me dire, OK, ma vie maintenant, ça sera ça, ça, ça et ça, et pas celle qu'on m'a imposé d'avoir. Hmm. Mon autodétermination, je la travaille en tout cas pour tous les domaines de ma vie, quoi. Et sans pour autant, tu vois, avoir ce côté, je fonce tête baissée. Non, c'est pas ça l'autodétermination. C'est, OK, j'ai besoin de ça. Je sais que je suis capable de ça. Je connais mes qualités, mes défauts, mes limites, mes forces. Qu'est-ce que je peux en faire? C'est tout est réfléchi. C'est une de mes qualités aussi, je pense, c'est que je suis énormément dans le mental. Des fois, j'ai du mal à être dans le corps, mais en tout cas, je suis dans le mental. Et du coup, je réfléchis énormément à ce que je fais et je me remets énormément en question. Ce qui me fait défaut à des moments. Mais en tout cas, pour ça et pour rebondir d'un accident pareil et d'une histoire de vie aussi compliquée, ça m'a énormément aidée. Donc du coup, là, tu parles de ta force mentale qui te permet de t'autodéterminer et de savoir exactement ce que tu peux faire et ce que tu es en mesure d'envisager pour toi. Tu as parlé aussi de rééducation avec cet espoir d'un jour remarcher qui te Mm. guide aussi dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as balisé autour de toi pour t'aider à reconstruire? Aujourd'hui, tu as 24 ans, ça fait 7 ans que tu as eu cet accident. Ta vie aujourd'hui n'est pas du tout la même que les mois qui ont suivi l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans tout ce que tu as déployé, mis en place pour réussir à créer quelque chose d'autre? Alors déjà, cette question, je pense que on peut y rester pendant 1 heure parce que en 7 ans, il se passe énormément de choses, vraiment. Déjà, la première chose qui m'a sauvée, c'est l'entourage, vraiment. Et moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour rebondir de tout ça? Je pense déjà avoir un cadre sain. C'est quelque chose qui est ultra important pour moi. C'est-à-dire que pour moi, j'arriverai pas à mes objectifs si je suis pas saine envers moi-même et si j'ai pas des personnes saines autour de moi et un environnement sain. Pour moi, c'est la base. Ensuite, en 2017, j'avais 17 ans, j'étais une adolescente. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis une femme. Rien que ça, je pense que ça veut tout dire. Je me suis construite en fait sur cet accident. Et j'ai passé mon adolescence, enfin, une partie du coup de mon adolescence, à vivre frustrée de beaucoup de choses, alors que toutes mes copines, c'est là où elles se lâchaient bah, de tout plein de choses. Donc, bah, par exemple, moi, j'ai pas passé mon bac en même temps que tout le monde. J'ai pas fêté mon bac. J'ai pas pu fêter tous les 18 ans de mes copains, de mes copines. J'ai pas pu faire mon premier nouvel an avec mes amis. Les premières cuites, j'étais pas là. Les premières bêtises, j'étais pas là. Et en fait, moi, je devais être mature, je devais être responsable pour pouvoir construire la vie que je voulais demain, en fait, et pour pouvoir survivre, en fait. La frustration que j'ai eue pendant bah, plus de 2 ans,
Au final, elle m'a aidée aussi à être la personne que je suis aujourd'hui. Et pour autant, je suis pas partie dans l'excès après parce que justement, j'ai ces relations saines, je suis saine avec moi-même et j'ai un environnement sain. J'aurais pu partir en cacahuète en sortant du centre de rééducation en me disant, allez, c'est bon, j'ai eu une vie de merde pendant 2 ans. Maintenant, je fais n'importe quoi et j'ai plus rien à perdre. Pas du tout. Justement. Maintenant, je dois tout reconstruire. Ça va être très long, mais autant faire les choses bien. Donc ça, c'est aussi une chose. Je pense que ce qui m'a construite aussi, c'est ma formation de coaching de vie que j'ai fait 2 ou 3 ans après l'accident. Ça a été tellement révélateur pour moi. J'y suis allée en me disant, je vais sortir de cette formation, je vais aider la terre entière et plus particulièrement les personnes en situation de handicap. J'avais une envie de sauver le monde, vraiment, parce que j'étais tellement reconnaissante d'avoir eu énormément de personnes autour de moi, d'avoir eu ces soignants qui m'ont sauvée. En fait, ouais, j'ai eu une soif de vie et de sauver les gens, en fait, vraiment. Sauf qu'en fait, je savais pas en allant dans cette formation que j'allais me sauver moi-même en première. Je pensais en fait vraiment être accomplie en rentrant dans cette formation, mais on te met tellement dans tes retranchements, on t'amène tellement à avoir une réflexion sur toi qu'en fait, tu as forcément des choses à travailler et on le sait tous. Toute ta vie, tu auras des choses à travailler sur toi. Personne n'est parfait et encore heureux, tellement ça serait ennuyant sinon. Mais ouais, je pense que j'ai fermé pas mal de chapitres, de portes pendant cette année de formation. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je suis devenue une femme en fait. Et je suis devenue principalement, on va dire, guérie de cet accident-là. Et je me suis dit, c'est bon en fait, t'es prête. T'es prête à t'envoler. Qui te manquait? Parce que je me suis jamais fait accompagner en fait psychologiquement. J'ai jamais eu une psychologue. J'ai toujours refusé, pas par ego de vouloir voir une psy, pas du tout. Juste parce que j'en ressentais pas le besoin en fait, vraiment. J'avais mes amis, ma famille à qui je pouvais parler ouvertement. On n'est pas du tout pudique et justement on est là les uns pour les autres. Donc ça me suffisait en fait. Mais le coaching, au final, ça m'a mis tellement face à moi-même en me disant, bah là, en fait, t'as pas le choix. Faut que tu notes sur le papier tes forces et tes faiblesses. Faut que tu notes qui tu es vraiment. Faut que tu trouves une problématique parce qu'à l'intérieur d'une formation coaching de vie, on s'accompagne les uns avec les autres. Mais moi, j'avais pas de problématique au début, vu que je pensais avoir tout soigné. Mais j'ai passé des heures et des heures à réfléchir, mais sur quoi je vais bien me faire accompagner? J'ai tout guéri. Bah oui, bien sûr, Flora. Bien sûr que tu as tout guéri. Non, mais n'importe quoi. Et ouais, franchement, ça a été ouais, le début d'un nouveau chapitre, vraiment. Hmm. Et donc cette formation, elle a duré 1 an et tu as parlé au passé en disant je pensais que j'allais sauver le monde, etc. Et on a déjà échangé toutes les deux et aujourd'hui tu as pris une trajectoire un petit peu différente. Ça fait déjà quelques années. Tu as fait le choix d'autre chose et de reconstruire en lien aussi avec ton parcours de vie là pour pouvoir aider d'autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Déjà, mon cheminement a été plutôt simple, on va dire. C'est que je me suis pas sentie réellement accompagnée à l'hôpital, en centre de rééducation. Et j'aurais pas aimé, comme je le disais, avoir une psychologue. Je voulais avoir quelqu'un à mes côtés avec une légitimité. Me dire, OK, cette personne, elle a vécu la même chose que moi, donc en fait, elle peut me comprendre. Sinon, pour moi, ça me servait à rien. C'est peut-être très cash, mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et donc, je me suis dit, OK, ça n'existe pas pour l'instant. Il y a personne qui accompagne avec une légitimité. En tout cas, à l'époque, j'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit, bah toi, tu vas accompagner avec la légitimité justement de ce vécu-là. D'où cette formation de coaching de vie en me disant, bon bah je vais devenir coach de vie pour accompagner les personnes qui vivent la même chose que moi. Sauf que il manquait quelque chose. En continuant mon chemin de vie, j'ai connu justement la pérédance, qui est simplement la définition simple, accompagner avec la légitimité du vécu. Donc exactement ce que je recherchais et ce que je souhaite apporter. J'ai parlé avec plusieurs paraplégiques, tétraplégiques, des personnes qui ont exactement vécu ou qui vont vivre le même cheminement que moi à quelques étapes près parce qu'on est tous différents. Tout le monde dit la même chose, ça manque de vécu, ça manque de légitimité. Ouais, de quelqu'un qui est capable de conseiller en fait d'un père au final. Père, P-A-I-R, bien sûr, hein. Et donc je me suis dit, ok, c'est ça.
c'est la pérédance, ok, il faut que j'accompagne directement à l'hôpital, au centre de rééducation, les personnes pour les aider à gagner du temps, à se projeter et à être tellement plus rassurés. On a beau vivre un accident, un pépin de vie, peu importe comment on l'appelle, mais la vie, elle est beaucoup trop belle pour se laisser tout seul abandonné sur le chemin, quoi. Et je suis toujours dans l'esprit, l'idée de sauver le monde, mais plus particulièrement de sauver les personnes qui s'abandonnent après justement un accident. Voilà, j'appelle un accident un pépin de vie au final, enfin un choc, comme tu disais au départ. Donc je continue mon bout de chemin sur l'accompagnement de mes pairs au final. Et puis bah si je peux aider les personnes qui vivent la même chose que moi, bah j'aurai tout gagné au final et j'aurai réussi mon chemin de vie, on va dire, mon Hmm. objectif de vie. Mhm. Alors là, du coup, Flora, ça fait 7 ans que tu as eu ce pépin de vie terrible qui a absolument tout remis en question, pour lequel tu aurais pu totalement t'effondrer et tu as fait le choix de te relever, tu as fait le choix de construire quelque chose et de guérir aussi. Donc forcément, celle que tu es aujourd'hui, la Flora de 24 ans, elle dépend entièrement de tout ce parcours de ces 7 années, même s'il y a eu 17 ans avant, finalement, c'est pas qu'ils sont moins importants, mais ils sont pour le moment peut-être, en tout cas, un petit peu plus lointains, parce que tout ce que tu vis aujourd'hui a clairement été impacté par ce choc d'il y a 7 ans. Si là, tu voyais cette période-là, ces 7 années, et que tu te regardes toi, que tu t'observes toi, la Flora de 24 ans, par rapport à celle qui pouvait avoir 16 ans, par exemple, en quoi tu es différente de celle que tu étais avant, en dehors du côté d'être ado et d'être femme, plutôt en termes de traits de caractère, d'enseignement que tu as pu ressentir. Le plus gros impact que ça a eu sur ma vie et ce qui change le plus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai conscience de la valeur de la vie et du coup, je peux plus du tout réagir de la même manière pour tout. C'est-à-dire que je me laisse beaucoup moins influencer, je me fais confiance, je fais ce que j'ai envie de faire parce que je sais que demain, tout peut s'arrêter. Après, le défaut que je me donnerais aujourd'hui, c'est que je manque d'insouciance. À 17 ans, j'étais insouciante de tout. Et j'adorais être comme ça d'un côté. Mais je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça. Mais après avoir vécu un drame pareil, t'as plus aucune insouciance. C'est impossible. Enfin, personnellement, moi, je peux plus en avoir. Principalement, c'est ce qui a changé. Après, mon caractère aussi, évidemment. À 17 ans, mes parents pourront le dire, j'étais en pleine crise d'adolescence. C'était la catastrophe à la maison. Aujourd'hui, bah, déjà, je suis plus une ado, donc rien que ça change tout. L'accident, il m'a apaisée, vraiment. Avant, je crisais pour rien. J'étais hyper impulsive. Ouais, je me suis vraiment assagie, apaisée. En fait, ça m'a ancrée. Ça m'a vraiment ancrée. C'est-à-dire que je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire, je sais pour qui j'ai envie de vivre, je sais avec qui j'ai envie d'être. Avant, j'avais aucune notion de ce que je voulais être, j'arrivais pas à me projeter. J'étais hyper ambitieuse, mais ambitieuse de quoi? J'avais pas de réponse en fait. Du coup, maintenant, je sais pourquoi, parce que normal, j'arrivais pas à me projeter, parce que je pouvais pas imaginer vivre ça. Personne à 17 ans se projette 5 ans après ou 10 ans après en fauteuil roulant. On s'est tous, adolescents, projetés en disant à 18 ans, je serai comme ça, je ressemblerai à ça, je fêterai mes 18 ans comme ça. Mais personne penserait que j'aurais fêté mes 18 ans dans un centre de rééducation à apprendre à vivre en fauteuil roulant. Personne. En fait, tout est différent. Je suis plus du tout la même personne et si tu interroges ma famille, mes amis, ils te diront que je ne suis plus du tout la même. Même ma voix a changé. Même mon physique a changé. C'est vraiment la Flora d'avant et la Flora de maintenant. C'est deux personnes. Je suis morte le 24 juillet 2017 et je suis née le 24 juillet 2017. Donc, c'est hyper particulier et je suis quelqu'un de très radical aussi dans ma vie pour tout, toutes mes décisions. C'est pour ça que c'est hyper compliqué pour moi de me présenter sans parler de mon accident, parce que ma date de naissance, c'est le 16 mai 2000, mais en réalité, j'ai deux dates de naissance, tu vois, et c'est pour ça, c'est compliqué. Et je pense qu'avec les années, je me définirai plus du tout de la même manière, ce qui est normal aussi, un accident. À 24 ans, tu te définis pas de la même manière qu'à 40 ans, ce qui est complètement logique parce que tu grandis et tu deviens une personne aussi plus aboutie ou différente ou voilà.
peu importe. Ta question, elle est hyper intéressante parce que déjà, il m'arrive jamais de me la poser parce que je me dis tellement c'est acquis, je suis comme ça maintenant et voilà. En vrai, ça serait intéressant, tu vois, d'écrire pour la Flora d'avant. C'est comme si cette deuxième date de naissance t'avait enlevé l'insouciance que tu avais, enlevé la légèreté et avait rendu encore tout plus intense. Exactement, vraiment. Et enlever l'insouciance, mais même, je dirais, j'irais plus loin, c'est que malgré cette notion de vivre à 2000 à l'heure, j'adore ça, je déteste m'ennuyer, j'ai besoin de combler le vide sans cesse, mais du coup, ça me fait être dans le contrôle de tout, malgré que quand je suis dans un moment présent, je le suis vraiment. Tu pourras pas m'enlever, je suis ancrée en fait dans le moment. Je suis gourmande de ces moments-là. Des moments simples de la vie en fait. Mais d'un côté, j'ai besoin de contrôler. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir que, je sais pas, samedi soir, je vais être avec des amis. Sinon, ça me va pas. C'est une des choses sur lesquelles je dois travailler, je le sais vraiment. Le handicap t'amène à être dans le contrôle en fait. Quand tu es en fauteuil roulant, tu es obligé d'appeler le restaurant pour savoir si c'est accessible, si tu vas pouvoir aller aux toilettes, si tu vas passer sous la table. Alors malgré qu'à des moments, désolée, mais j'en ai rien à foutre de savoir si le restaurant il est accessible et j'y vais, et je me pointe là-bas et je dis ok, mais je m'en fous, on trouvera une solution sur place. Mais t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit mais t'as pas le choix d'être dans le contrôle. T'as pas le choix d'amener ton matériel médical dans ta valise pour aller en vacances et du coup prendre une valise supplémentaire avec tout ton matériel médical. C'est des choses, ça t'amène à être comme ça au final aussi et c'est un défaut, mais d'un côté tu peux pas t'en passer parce que bah sinon tu vis pas sereinement non plus quoi. Oui, c'est une façon de sécuriser aussi pour continuer de profiter à l'intérieur, en fait. Exactement. Hmm. Merci beaucoup pour toutes tes explications, Flora, de ton parcours, de tes apprentissages à l'heure où on enregistre, qui seront évidemment totalement différents de dans 10 et 15 ans et qui vont Mm. évoluer. Et quand tu réécouteras cet épisode, tu sauras là où ça a encore continué de cheminer pour toi. Et du coup, si tu l'acceptes, puisque nous sommes toutes les deux des gourmandes de moments de vie, et moi une gourmande de saveurs aussi, j'ai envie de te proposer un petit quiz gourmand que je propose à toutes mes invitées, où j'ai quelques questions et où tu réponds spontanément, sans te prendre la tête. Allez, je suis joueuse. Ça marche. Alors, ma première question, c'est quoi ton péché mignon, cette gourmandise qui te fait tellement les yeux doux et à laquelle tu ne peux pas résister? Oh, c'est dur. En fait, tout dépend de si on est l'hiver ou l'été. Hmm. Parce que tu vois, si on est l'hiver, je te dis du fromage fondu, je raffole de fromage. Donc voilà. Mais si on est l'été, un verre de rosé, tu vois, avec des petites noix de cajou là, sur ma terrasse avec le coucher du soleil. Donc, ce sont des plaisirs saisonniers. Ouais, un peu, ouais. De quoi profiter de chaque saison et ne pas s'ennuyer. Exactement. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Waouh. Des fromages fondus. Bah, tu sais que j'allais dire ça. Une raclette. Une raclette parce que ça crépite et je crépite en fait. Mais autant ça fond donc c'est doux, c'est sensible, tu vois. À la base, le fromage il est pas fondu avant de le fondre. Donc ça a quand même une carapace et tu sens que ça a vécu quelque chose de dur, tu vois. C'est voilà. Mais bon, quand tu le fais fondre après, bah t'as envie de le déguster quoi. Est-ce que c'est une métaphore pour dire que tu es une tranche de fromage à raclette? Peut-être, peut-être. Je laisse le suspense. Bon, je crois que j'ai la réponse à la prochaine question. Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière, eau ou verre de rosé? Bah, tu vois, encore une fois, ça va dépendre des saisons. Là, à l'heure où on se parle, je suis café, quoi. Après notre entretien, je vais être thé. Mais l'été, ouais, je suis rosée. Et bière aussi. Désolée. Hmm. Donc tu as un peu tout. Ouais, non, franchement, sur ça, je suis pas radicale en vrai.
Peut-être que tu es plus radical sur radis, hamburger, falafel ou bourguignon. Eh ben non, même pas. Parce que je suis quelqu'un qui mange très très bien au quotidien, mais je m'autorise aussi du gras. Tu vois, il y a encore une fois du fromage fondu, là, du bon cheddar qui coule dans ton burger, là. Hmm. Mais non, autant au final falafel que un bon burger bien gras. Non, les deux me vont, peu importe, je suis pas compliquée. Et moi, je suis une grande gourmande de chocolat. Tu vois, avant d'enregistrer l'interview, j'avais ma tablette à côté de moi avec ma petite tisane et je me suis dégustée avec beaucoup de plaisir mes carrés de chocolat. Donc, je te demande, est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc? Eh ben, je vais te décevoir, mais je suis pas du tout chocolat. Donc, tu es ni l'un ni l'autre. Franchement, non. En fait, vu que derrière, ça ne fait pas bon ménage avec l'état de mon corps, si tu vois ce que je veux dire, eh ben, je suis pas chocolat. Hmm. Tu as déjà Désolée. appris à l'aimer peut-être? Ouais, peut-être. Et encore, franchement, je suis pas trop une gourmande de sucré. Beaucoup plus de salé, mais chocolat, j'en ai même pas chez moi, tu vois. Hmm. Ok. Je Moi, te c'est un peu... déçois. Je Non, vois que pas je te du tout. déçois. Ah, moi, c'est panique à bord si je n'en ai pas dans les placards. Bon, merci beaucoup, Flora, d'être venue partager ton histoire et ce que tu reconstruis aujourd'hui, 7 ans après le choc. Et c'est loin d'être terminé. Je suis admirative de tout ce que tu construis. Si on veut te suivre, te retrouver, comment on fait? Alors déjà, merci, Pauline, de m'avoir écouté et entendu. C'était un plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, en réalité, inspiravie.fr. Super, bah, je mettrai tout ce qu'il faut pour pouvoir te retrouver, te suivre et je te souhaite une belle journée Flora et bonne journée à toutes les croqueuses qui nous écoutent. Merci, au revoir les croqueuses. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.